Salut à tous et bienvenue pour ces résultats de sondage sur les films DreamWorks. Hugo s'excuse une nouvelle fois, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, il est en incapacité de pouvoir s'enregistrer, donc ça se fera sans lui. Je l'invite, s'il le souhaite, à faire ses propres commentaires en commentaire dans les commentaires de la page commentaire de cette vidéo. Voilà, comme ça, la répétition est voulue. Donc, les films DreamWorks, une liste assez longue, hein. Ça fait un petit moment qu'ils opèrent, depuis les années 90, et ils ont sorti un film très régulièrement. Je me suis un petit peu appesanti là-dessus lorsqu'on m'a demandé mon avis. Dans une de mes vidéos FAQ particulières, ce me semble. Voilà, la FAQ un peu spéciale de Twitter. Ou Facebook, je sais plus. Bref, si vous voulez mon avis un tout petit peu là-dessus, je vais répéter ça très rapidement. Au début, c'était un studio que je suivais à peu près aussi assidûment que Disney Animation Studios ou Pixar, parce que ça faisait des vidéos de qualité générale tout à fait acceptables, qui m'allaient bien, hein, dont certains films que j'adorais. Hein. Et plus ça allait, surtout depuis une dizaine d'années, plus ça a eu une moyenne de plus en plus médiocre. Et j'étais moins pris dedans, ce qui fait qu'il y a pas mal de leurs derniers films que j'ai pas vus, mais que j'ai rattrapé pour cette vidéo à part un. Voilà. Hein. Donc, ouais, il y a une liste de 6 films que j'ai dû me rattraper avant de lancer cette vidéo, que je voulais pas rattraper parce qu'ils me donnaient pas envie. Et disons que bon, j'ai pas eu de grandes surprises en les découvrant ces films-là. Disons que j'ai eu une surprise, mais plutôt dans le mauvais sens, dira-t-on pour certains même. Hein. Mais bon, on y viendra quand on y viendra. En tous les cas, voilà, nous avons pas mal de films à voir, et donc ça va être un petit peu longué, même si Hugo ne participe pas. Et on va commencer en disant que vous avez été un peu plus de 300 à voter, et les notes m'ont ultra surpris. Mais vraiment, hein, je sais pas comment ça se fait. Je pense qu'il y a eu quelques personnes qui ont mis des mauvaises notes partout exprès, mais c'est pas ça qui a joué. Je pense que c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû mettre 10 à tout. 10 sur 20, histoire d'égaliser un petit peu. Ce qui fait qu'on n'atteint jamais des notes faramineuses. Voilà, hein, la plus haute note ne dépasse pas les 14 sur 20. Et à quelques rares exceptions près, on n'a pas des notes particulièrement mauvaises non plus, quoi. Hein. Ça oscille pas loin derrière le 10. Mais même en prenant en compte le fait que les notes ont une dispersion très bizarre pour moi, c'est surtout la qualité qu'on donne à certains films qui me sidère un petit peu, quoi. Certains films ont des notes, je m'attendais clairement pas une seule seconde à voir ça, que ce soit en bien comme en mal. Certains films sont un peu surnotés par rapport à la moyenne qu'on a, et d'autres sont sous-notés par rapport à la moyenne qu'on a. En comparaison, pas à mes goûts, mais au ressenti global du public par rapport à ces films, quoi. Il y a certains trucs, je me demande, mais qu'est-ce que ça vient faire là? C'est quoi le public moyen? C'est pour ça que je lance un appel avant de commencer ça. La personne qui est en majorité d'accord avec les rangs qui sont alloués à ces films-là, quoi, les notes à peu près qui sont allouées à ces films-là, j'aimerais bien qu'elle se manifeste, pas pour l'avoir de haut ou quoi que ce soit, mais pour qu'elle explique un petit peu, parce que je vous assure que je ne saisis pas. Je ne saisis pas d'où viennent ces notes-là. C'est la liste qui m'a le plus sidéré en termes de notes, même de places que j'ai vues, quoi. C'est super étonnant. Super étonnant. Bon, il y a quelques cas, c'est pas des surprises, mais la majorité du cas, ça ne cache pas que wouh, c'était un petit choc, hein. Bon, hein, on va pas non plus trop tourner autour du pot, bah, vous verrez au fur et à mesure, hein, pourquoi ça m'a surpris. Hein, ces notes parce que je pense que je vais pas être le seul. En démarrant par le tout premier film lancé dans cette firme, Fourmis, qui a 8,35 de moyenne. Et c'est bien ça, hein, je vérifie, c'est ça, oui, 8,35 de moyenne. Wouh! Direct, hein, direct, vous m'envoyez un peu surpris. C'est l'un des films les moins appréciés de cette liste, vraiment, et je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Je vous cache pas que j'ai un souvenir un peu vague de ce film, parce que ça fait quoi, 10 ans que je l'ai plus vu, mais j'avais quand même un bon souvenir de ça, et j'ai souvenir aussi que les gens appréciaient, sans trouver ça sensationnel, ils appréciaient ce film.
Donc voir une note comme ça, c'est sidérant, voilà, je ne me cache pas. Alors en tout cas voilà, pour donner mon avis personnel, étant donné que ça date un petit peu, je ne me souviens pas de tous les détails, mais je me souviens avoir beaucoup apprécié l'ambiance qui s'instaurait là-dedans. Et ouais, le fait de mettre un personnage à la Woody Allen, c'est clairement à la Woody Allen. Je reviendrai un petit peu sur cette approche-là des studios dans les premières années. Au centre de ça, avec donc ces considérations très typiques à lui, je trouvais que c'était assez frais et que ça amenait des moments assez bons en termes de dialogue. Et ça ne rechignait pas à montrer des moments assez graves de guerre, de choses très forte, très tendue à montrer. J'ai souvenir de beaucoup de moments qui m'ont bien plu là-dedans. Certains développements un peu forcés, mais globalement, c'était un film sympathique. Pas un des plus grands qui soit, mais un film sympa pour moi. C'est pour ça que, une fois de plus, cette note, c'est bizarre. Cela dit, avant de poursuivre, j'aimerais revenir sur une des petites pratiques du studio dont Fourmise a été l'instigateur, étant donné que c'est leur premier film, c'est-à-dire le fait de vouloir copier le concept des films Disney à côté. J'ai déjà fait cette petite remarque avant, c'était dans The Wild, ce me semble, la critique de The Wild, et j'aimerais revenir rapidement là-dessus pour bien appuyer une approche du studio clairement qui s'est ressentie durant la première décennie, à peu de choses près de ce qu'ils ont sorti, c'est que Katzenberg, qui a fondé ça avec deux autres personnes, il me semble que c'était Spielberg et j'ai oublié l'autre. Bref, Katzenberg qui a fondé ça, il a quitté Disney super fâché avec cette compagnie-là. Et donc, son mot d'ordre, ça a été vraiment de faire concurrence à Disney. C'était le mot d'ordre numéro un. C'est pour ça que régulièrement, dans les premières années, ils ont fait gaffe un petit peu au concept du prochain film Disney qui allait sortir et se sont dit, tiens, on va prendre ce concept, faire un film tout à fait différent autour de ça et le lancer pour être directement en concurrence avec eux. C'était clairement l'approche des studios. Et c'est pas pour dire une seule seconde que c'était du plagiat ou quoi que ce soit, c'est juste le concept de base qu'on recopie. Ça changeait en fait que ce sont des films assez opposés. Mais voilà, durant une bonne partie des débuts du studio, ça a été cette approche-là. Disney sort un film qui se centre sur tel concept. Il y a Katzenberg qui rentre dans les studios des scénaristes qui disait tiens, voilà le concept du film sur lequel vous allez travailler. Vous avez carte blanche pour le reste, mais vous partez de cette base-là. Voilà. Et oui, ça se ressent en particulier sur deux films, c'est-à-dire celui-ci et sur Madagascar, mais il y a d'autres cas comme ça où on sent qu'ils ont pris un peu le concept pour pouvoir être en concurrence directe. Et ouais, ça donne un côté un petit peu cynique à ces films-là qui les plombe un tout petit peu en tant qu'œuvre d'art. Je pense quand même que, à titre personnel en tout cas, ce n'est pas ultra gênant pour les apprécier en dehors de ça, mais oui, il y a une intention dans le concept qui est repris. Malveillante non, mais très concurrentielle qui se ressent de base, qui peut être assez notable, un peu gênante pour certains. Moi, j'arrive à accepter ça. Bien. Bon, maintenant que cette parenthèse elle est faite, on passe au numéro suivant, le Prince d'Égypte. Alors qu'il y a une note pas sensationnelle compte tenu de tout les qualités, toutes les critiques dithyrambiques que j'en ai entendues, c'est sûr, c'est clairement pas cette note-là qu'on s'attendrait à voir en moyenne pour ce film-là, mais comme je dis, cela dit, bon, ça va être un de ces rares cas où je vais être plutôt content de ça, dira-t-on, mais bon, si je vois vraiment ça par rapport à la moyenne globale de tous les films, disons que c'est compréhensible en termes de place. Je le redis, et je vais pas m'étendre là-dessus, ce film est juste correct pour moi, et ça vient juste du fait que la base de base, ce qui est repris, ce qui est adapté, ne me plaît pas du tout. Voilà. Mais je tiens quand même alors à louer que c'est un sacré exploit d'avoir su rendre ce film correct en dépit de partir d'une base comme ça en ce qui me concerne. Voilà, avec la mise en scène visuelle bien recherchée, les dialogues qui sont vraiment tac au tac, bien trouvés, très naturels. Il y a beaucoup de qualités dans le visuel, dans l'enrobage, dans la mise en scène qui sont vraiment très louables et je comprends qu'on puisse apprécier ce film pour ça, sincèrement. C'est grâce à ça que j'arrive à trouver que c'est correct.
alors que bon, hein, ça partait pas du bon pied pour moi. En tout cas, voilà, hein, comme je dis, j'ai pas passé 50 ans là-dessus. La route d'Eldorado, j'ai fait une critique détaillée de ce film il y a pas très longtemps, donc j'ai pas mis tant de 50 000 ans là-dessus. De toute façon, je reviendrai un petit peu sur quelques retours que j'ai eu dans la mise au point qui sortira d'ici quelques jours après la fin de l'année. Donc voilà, un très bon film, surpris d'une note comme ça, mais bon, c'est clairement pas la note la plus étonnante de cette liste, hein. Pas la plus étonnante. Après, Chicken Run. Alors, je me suis étendu sur le fait que je n'aime pas du tout l'animation, mais ça ne change rien au fait que ce que ça raconte, c'est rafraîchissant et sympathique à suivre. Voilà, hein, j'aime beaucoup cette ambiance à la grande évasion, mais dans un poulailler. C'est assez frais, c'est assez cocasse, tout en n'hésitant pas à appuyer l'horreur un petit peu de ce que vivent ces poules-là. J'avoue que c'était, en termes de ton, en termes d'ambiance, en termes de dialogue, super efficace et que c'était plaisant à suivre. Le récit en lui-même était assez convenu, dira-t-on, hein, on voyait venir une bonne partie des choses qui se faisaient, mais dans la mise en scène, dans le dialogue, dans l'écriture, c'était très sympathique, un bon petit film que je suis content d'avoir vu. Une fois de plus, ça commence à dater un petit peu mon dernier visionnage, peut-être que je me fais une opinion peut-être un peu trop haute de l'écriture qui n'était pas si géniale que ça au bout du compte, mais ouais, hein, je trouve que cette note est un tout petit peu juste par rapport à ce que ça représente. Encore que, honnêtement, une fois de plus, par rapport à la moyenne générale, c'est pas la chose dont je vais me plaindre le plus. Joseph, le roi des rêves, pas vu. Le seul de cette liste que j'ai pas vu. Voilà. Tiens à le dire, c'est pas si simple que ça à trouver, j'ai pas particulièrement envie de le voir. C'est un film qui a pas du tout fait parler de lui, ne serait-ce qu'en France en tout cas, à sa sortie. Je suis même pas sûr qu'il soit sorti au cinéma, il est pas sorti au cinéma, il me semble qu'il est sorti directement en DVD, enfin en vidéo. Ouais, quoi, j'ai appris son existence très tardivement, et après coup, j'avais pas particulièrement envie de le voir parce que ça a essayé clairement de suivre la même veine que le prince d'Égypte. Alors, je ne connais pas l'histoire de Joseph dans la Bible, ça fait partie des trucs de la Bible que je ne connais pas, mais ouais, du résumé que j'en ai vu, ça a l'air d'être une sorte de préquel à la situation qu'on a dans le prince d'Égypte, et moi, ça me donne pas envie, quoi. Et d'après les gens qui ont voté, ça n'a pas l'air super ouf non plus. Sinon, sans grande surprise, c'est celui qui a eu le moins de votes, 56 votes en tout, donc vraiment, hein, pas connu, les gens s'en fichent un petit peu, et ouais, parmi ceux qui ont voté, c'était moyen. Ce qui... Ok, je veux bien le croire, hein, mais bon... c'est pas impossible que, étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup de votes, les quelques votes qui ont fait exprès de mettre des zéros par exemple à tout, parce que je sais qu'il y en a toujours des comme ça, ce qui est complètement con. C'est tout aussi con aussi de mettre des 20 partout, hein, je tiens à le préciser. Voilà, peut-être que ça a plus influé sur la note qui aurait dû être un tout petit peu meilleure que ça en moyenne, mais voilà, hein, histoire de dire. Je connais pas, j'ai pas grand chose à en dire, donc est-ce que cette note est méritée ou pas? Je ne peux pas dire. Sinon, bah, on passe du moins voté au plus voté avec Shrek, 298 votes. Donc voilà, presque 300 pour celui-là, une note moyenne très louable, compréhensible. Un film qui est devenu culte, qui a lancé beaucoup de choses. Vraiment, ça fait partie de ces films qui ont changé la donne. Vraiment dans ce qui se faisait en animation, et ça a influencé de façon très notable sur comment les films d'animation ont été faits après. Pas forcément pour le meilleur des fois, hein, parce que bon, il faut savoir capturer la substance derrière le superficiel qu'on peut en retirer. Et disons qu'il y a pas mal d'aspects là-dedans, le côté chanson pop, le côté on n'hésite pas à être un peu dégueu sur les bords, tout ça, qui sont superficielles vues comme ça, il faut les accrocher à quelque chose qui a un propos derrière. Et c'est le cas dans Shrek, même si j'avoue, à titre personnel, qu'après coup, j'ai un tout petit peu moins d'attache à ce film qu'à ses débuts, parce que bon, je trouve que ça a un petit peu pris un coup de vieux visuellement. Certaines mises en scène ont aussi pris un sale coup de vieux. Là, à l'époque, ça passait sans trop de problèmes, mais une fois qu'on passe outre le côté critique de Disney, parce que c'est vraiment une critique super acerbe de Disney,
pas du tout caché là-dedans. Une fois qu'on passe outre ça, il y a quand même des trucs qui font un peu grossier. Je passe le quiproquo entre Shrek et Fiona, je suis désolé. Voilà, et certains trucs qui rabaisse un tout petit peu mon attache envers ce film, mais n'empêche que c'est un bon film que j'aime toujours autant. Hein. J'aime toujours ce que ça veut faire autour du personnage de Shrek, qui est clairement pas un héros typique, et c'est ça qui aide beaucoup à ranger cette saga vraiment à part. J'aime beaucoup les dialogues, une bonne partie des moments de relation entre personnages, et l'humour qui ne se contente pas d'être cracra. Hein. Quand c'est juste du cracra pour faire du cracra, malheureusement il y en a de temps en temps, c'est bof, mais quand ça va au-delà de ça, et ça va beaucoup plus souvent au-delà de ça que ça se contente de rester comme ça reste quand même assez cocasse et bien drôle, quoi. C'est vraiment un film très solide qui a su vraiment ancrer un ton et qui a su le faire très bien. Alors est-ce que les films qui ont repris ce ton après ont su bien le faire? Eh ben, pas tant que ça, je trouve, mais bon. Enfin bon, je pense que ce film aura fait partie de ces œuvres majeures qui auront su sceller le destin de l'animation 2D, malheureusement. Dans le sens où, ouais, ça a connu un immense succès. Donc l'animation 2D, qui n'a pas de succès aussi fort à côté, allait mourir petit à petit. Et donc on a eu quoi? 2 autres films d'animation en 2D après coup, et après ils se sont contentés de faire de la 3D tout le temps. Ce que Disney n'a pas tardé à faire non plus aussi, donc ouais. Disons que ouais, il y a ce côté un petit peu amer dans le succès de certains films comme Shrek ou Toy Story, c'est-à-dire que les gens, le grand public en règle générale, avait l'impression de moins se sentir pris pour un bébé devant l'animation en images de synthèse que devant l'animation 2D, alors que c'est complètement stupide, on peut raconter des choses tout aussi fortes, tout aussi matures en 2D. Et ouais, c'est... je vais pas en vouloir à Shrek pour ça, hein, j'en veux surtout à l'avis collectif du grand public qui avait cette façon très rabaissante, très réductrice de voir les choses, malheureusement. En tous les cas, ouais, on a eu donc droit à 2 derniers films d'animation 2D avant que ce ne soit complètement rayé de la carte. D'abord Spirit 11-19, n'importe quoi. C'est quoi cette note? Tous les gens qui en parlent disent que c'est génial. J'ai pas rencontré grand monde qui disent que c'est un film juste moyen ou quoi que ce soit, et j'ai rencontré personne qui disait que c'était un film mauvais. Comment ça peut avoir une note pareille? Je ne piche pas. Voilà, je ne vous cache pas, je ne piche pas. Donc, ouais, j'ai déjà donné mon avis en détail là-dessus. J'adore énormément le développement de notre héros central et de comment il est montré. C'est sûr, et rien que ça met ce film très haut. Les petits soucis que j'avais avec qui m'empêchent de le situer parmi les plus grands classiques au monde, et ben, c'est pas la chose la plus affligeante qui soit, et j'ai beaucoup de mal à comprendre cette note une fois de plus. Tout comme j'ai du mal à comprendre les gens qui défendent le suivant, Simba, la légende des 7 mers. Ouais. Bon, ok. Je vais essayer de relativiser un petit peu, parce que fut un temps, c'était genre mon 2e ou 3e pire film DreamWorks, à titre personnel à mes yeux, tellement ça racontait quelque chose qui me plaisait pas, tellement les personnages étaient assez saoulants. Et je le maintiens, je n'aime pas trop la façon dont sont gérés les personnages, mais maintenant que je revois ça un petit peu plus rétrospectivement, par rapport à d'autres films qui ont été faits après, c'est quand même pas le pire qu'on ait fait, quoi. C'est pas le pire qu'on ait fait. Ça reste un film médiocre pour moi, vraiment, parce que je n'aime pas le traitement des personnages. Je déteste cette résolution de merde qu'on a à la fin du film, quoi. Mais c'est vraiment les scénaristes qui se sont mis au pied du mur. Ils ont créé cet antagoniste qui est trop puissante si on devait l'affronter directement. Donc on a créé une espèce de façon de contourner ça, moisie, pour que ça puisse se régler à la fin. Et c'était de la merde. La résolution, c'était de la merde. Et puis ouais, la femme qui passe pour un peu une garce, quoi, à qui Pocahontas n'a rien à envier en termes de girouette sentimentale, qui passe d'un mec à l'autre simplement parce qu'elle a vécu une aventure avec le suivant, alors qu'elle a fait ça justement pour sauver le premier mec, quoi. Putain de merde, quoi. Ce truc-là, ça m'a gavé, je vous cache pas. Mais bon,
Globalement, la majorité du film, s'il est juste passable, quoi. Il n'y a rien de sensationnel, mais il n'y a rien d'affligeant. Quand je revois ce film-là par rapport à d'autres qui ont suivi après, je suis prêt à dire que ouais, c'est pas un des pires qui soit, même s'il reste pas génial pour moi, hein, vraiment pas. Donc ensuite, c'est le début de la mode, tout en images de synthèse, c'est parti mon kiki. Avec Shrek 2, leur œuvre maîtresse, le film le plus reconnu par les gens et même par ceux qui ont voté. Donc voilà, ça me surprend pas que ce soit le film qui ait la meilleure note. Je m'attendais pas à ce que ce soit une note en dessous de 14, je vous cache pas, mais voilà, que ce film-là ait la meilleure note, ce n'est pas surprenant. Et j'ai déjà donné mon avis rapidement là-dessus dans mon top 15 des meilleurs films animés non Disney. Hein. Je vous invite à voir ça si ça vous intéresse. Je vais faire rapidement un résumé de ce que j'en pense. J'adore le développement des personnages, j'adore l'humour qui est fait autour de ça, la façon qu'ils ont d'aborder cet antagoniste très particulière. Ça poursuit l'optique du premier film sans aller dans la critique acerbe un peu forcée de Disney qu'il y avait. Là, ça veut vraiment raconter quelque chose, étendre l'univers de façon très intelligente et très satisfaisante. Et ouais, ça crée des moments de personnages géniaux. Géniaux. Et oui, la scène finale avec I Need a Hero, ça reste un des moments les plus jouissifs, si ce n'est le moment le plus jouissif que DreamWorks ait jamais fait pour moi. Donc ouais, ça reste un putain de must. Et c'est mon deuxième film DreamWorks préféré, pas pour rien. Hein. Je comprends honnêtement qu'il soit numéro 1 pour ceux qui ont voté. Voilà, le seul petit problème que j'ai, c'est que à un moment donné, Shrek prend une décision après avoir bu la fameuse potion magique qui m'a paru un peu trop rapide, un peu trop facile dans le déroulé, qui aurait mérité d'être mieux amené. C'est le seul problème d'écriture, un tant soit peu important que j'ai, mais globalement c'est un film ultra solide et super satisfaisant. Bien, ensuite nous avons Gang de requins, qui a une note clairement trop élevée pour moi, mais c'est déjà bien que ce soit pas au-dessus de la moyenne, on va dire. Mais ça amène à me dire que ouais, vous préférez Gang de requins à Fourmise. De beaucoup. Alors, enfin, je comprendrai jamais les gens qui défendent Gang de requins, quoi. Vraiment pas. Hein, c'est moche. C'est mal fichu. Le personnage central est détestable et même pas de façon intéressante, quoi. Son évolution est pas du tout satisfaisante. La façon dont les choses se développent et s'enchaînent, c'est du gros n'importe quoi. Beaucoup trop facile. Et la résolution, mais c'est une des résolutions les plus insultantes qu'on ait, quoi. Ah, je pourrais faire un top 3 ou 5 des pires résolutions de films DreamWorks parce qu'il y a clairement matière. Vraiment, il y a clairement matière. Et c'est sûr que la fin de Simbad et la fin de Gang de requins en feraient partie. Hein. Tellement c'est n'importe quoi et du foutage de gueule. Tout s'arrange avec un petit discours et paf, ces espèces de requins carnivores, tout d'un coup ils se disent on est cool, on va plus bouffer des poissons, on va tous devenir végétariens, n'importe quoi, allez vous faire mettre. C'est complètement débile, incroyablement foireux et insultant en termes d'écriture, c'est de la merde. Et fut un temps, c'était facilement le pire film DreamWorks à mes yeux, mais depuis j'en ai vu d'autres, des plus récents, et ouais... Il a plus cette place, mais ça reste mon troisième pire film DreamWorks. Hein. Ouais, mon troisième quand même, hein, parce que vraiment, c'est complètement mal branlé du début à la fin et je comprendrai jamais les gens qui défendent cette merde. Ensuite, nous avons Madagascar premier du nom qui a une note étonnamment élevée par rapport au reste de certains films. Vous verrez qu'il y a une certaine franchise qui est adorée par beaucoup, qui a des notes assez basses en comparaison à Madagascar. Donc voilà, on y viendra, on y viendra. Madagascar, c'est un film qui me plaît beaucoup dans son ton, dans son rythme et dans ce que ça essaye de faire. Alors, bien entendu, il y a certains moments qui sont un petit peu grossiers dans la mise en scène, mais j'aime beaucoup la dynamique qu'on crée entre ces personnages et le dilemme qui se pose autour du personnage d'Alex. C'est-à-dire le fait qu'il perd peu à peu pied parce qu'il n'a pas de quoi manger.
Et pour lui, c'est évident, c'est logique de manger de la viande. Quand il n'a pas cette capacité-là, qu'est-ce qu'il peut devenir? Ça essaie de prendre un peu à contre-pied ce côté, oh, cette espèce de vie bien cadrée au zoo, c'est pas pour nous, il faut qu'on vive dans la nature. Et pour dire que c'est pas si simple que ça. Pour dire qu'au bout du compte, la vie qu'on a, elle peut avoir des mérites et c'est pas si simple d'en changer. J'aime beaucoup le dilemme que ça crée et la relation entre Alex et Manny est assez jolie à ce niveau-là. Bon, après, c'est pas un des plus grands films de tous les temps ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup l'ambiance qui se crée à la film de Ben Stiller et le conflit de fin autour d'Alex m'a beaucoup plu. C'est pour moi le meilleur film de la trilogie et ça a baissé petit à petit, mais ça n'a jamais été des mauvais films. On y viendra quand on parlera des suites. Un film très sympathique et ouais, je suis un peu surpris par rapport au niveau moyen des notes que vous mettez qui soit aussi bien noté, mais je suis content quand même. Ensuite, voilà, c'est Gromit, le mystère du lapin-garou, le premier film de cette liste que je me suis rattrapé. Parce que j'ai jamais eu envie de voir ce truc. Et lorsque je m'y suis lancé, je m'attendais vraiment pas à trouver quelque chose qui me fasse sauter au plafond, mais allez, un petit truc sympathique qui se regarde, une petite comédie légère qui me fasse un petit peu sourire. Non, je me suis fait chier devant ce film. Je suis désolé les fans, hein, et c'est même pas une question d'animation. Voilà, l'animation stop motion, j'aime toujours pas, hein, c'est clairement pas ce film qui m'a fait adorer l'animation stop motion, mais voilà quoi. En dehors de l'animation, il y a eu le design des personnages qui est juste dégueulasse, qui les rend pas particulièrement prenants, ni même drôle quoi, c'est toujours le même modèle, et on a l'impression que personne n'a de sexe en fait. On essaye de mettre une romance entre, je sais jamais c'est qui, c'est Gromit, il me semble, ouais, c'est Gromit l'humain, et cette femme, punaise quoi, c'est Gromit qui sort avec lui-même avec une perruque quoi. C'est à ce niveau, donc ouais, ça passe pas super bien. Et le truc, c'est que bon, l'histoire on s'en prend royalement. Ah non mais sérieusement, les gens qui viennent me dire que l'histoire est superbe, punaise, je sais pas ce que vous avez vu dans votre vie, mais vous n'avez pas vu grand chose dans votre vie pour trouver que l'histoire est superbe. Le but, c'est l'enchaînement des gags. C'est créer des situations un peu cocasses autour de cette ville qui ne pense que par les légumes. Oh, les légumes, c'est ma vie! Foire aux légumes, tout ça, tout ça. Et avec une espèce de pseudo pastiche horrifique autour du loup-garou, mais cette fois c'est le lapin-garou qui ne bouffe pas des gens, mais qui bouffe tous les légumes. Et ça a créé du gag autour de ça. Et je tiens à le dire, je n'ai pas été pris une seule seconde dans le gag qu'on a fait. Parce que c'était cliché, convenu, du début à la fin. Chose que j'ai vue 50 000 fois, sans la moindre originalité, amenée comme ça, au fur et à mesure. Et bon, c'était pas le pire humour que j'ai vu, hein, parce que sérieusement, quand on compare à d'autres films, punaise, je préfère largement cet humour à ça, mais punaise, je me suis fait chier. Je me suis fait chier à voir cette espèce d'humour remâché, se répéter ad nauseam, qui aurait pu être acceptable si ça avait été un court métrage de 10-20 minutes, comme Voilà c'est Gromit avait l'habitude d'en faire, hein, parce que je connais un tout petit peu le lore de Voilà c'est Gromit, hein, j'ai pas vu mais je connais un tout petit peu. Mais non, quoi, étendu sur un film d'1h20, très vite ça saoule. Hein. Et au bout d'une demi-heure, moi j'avais envie d'arrêter. Hein. Je voulais plus voir ça. Hein. Non pas que c'était affligeant, mais c'était juste chiant et rébarbatif. Tout simplement, l'humour ne faisait pas mouche chez moi. Étant donné qu'à côté de ça, on ne crée aucun personnage un tant soit peu intéressant, allez pas me parler du méchant qui est une caricature du méchant chasseur qui n'a rien pour lui parce que les chasseurs sont tous des connards, tout ça, tout ça. Hein. Cette espèce de message pseudo-écolo ultra facile par chercher. La résolution, une fois de plus, qui est du foutage de gueule. Je sais pas ce que streamer que ça, mais punaise, je pourrais faire une longue liste des films où ils ont des résolutions pourries. Parce que la résolution est pourrie et dans la mise en scène, c'est n'importe quoi. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui voudraient, mais punaise quoi, déjà, le mystère du lapin-garou, c'est un mystère si on réfléchit pas. Parce que dès lors qu'on réfléchit 2 secondes, on voit tout de suite ce qu'il en est, on voit tout de suite la révélation de la chose. Et voilà, la façon dont ça se résout, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est une connerie. Ah là, le pouvoir de l'amour sauve la situation. Mais c'est tout, quoi. Magie mon cul. C'est du foutage de gueule.
Donc ouais, le scénario est une vaste blague qui n'a aucun intérêt en soi, et le but c'est des gags, et ces gags je les trouve pas affligeants, je trouve qu'ils sont quand même un petit peu plus recherchés que les blagues pipi caca qu'on verra dans d'autres films plus tard, mais punaise, ça a pas su faire mouche chez moi, et je me suis emmerdé devant ce film. Je dirais clairement pas dire qu'il est affreux ou quoi que ce soit, mais pas ma came du tout, hein, vraiment pas ma came. Donc voilà, hein, j'ai rattrapé voilà ces gros mythes et ça a été une des pires surprises. Je m'attendais au moins à passer un petit moment léger sympathique et j'ai même pas eu droit à ça. Bon, ensuite nous avons eu Nos voisins les hommes, un film qui n'a pas une note sensationnelle. Je peux comprendre d'où ça vient, c'est assez convenu, dira-t-on, dans la mise en scène. Mais j'avoue avoir bien aimé la personnalité d'une bonne partie de nos personnages. Dans la mise en scène, il y a eu quand même quelques créativités, ne serait-ce que le coup de l'écureuil. L'écureuil totalement hyperactif, quoi, qui a inspiré un fameux personnage dans les films X-Men. D'ailleurs, oui, les créateurs de ces films ont avoué s'être inspirés de cette scène de Nos voisins les hommes, et cette scène était super drôle, hein. La première fois qu'on découvrait un truc comme ça, en tout cas pour moi, sans doute qu'il y a eu d'autres cas avant, le coup de l'ultra ralenti, tout ça, mais la première fois que tu vois ça, c'est trop génial, quoi. Et ouais, quoi, je trouve qu'il y a suffisamment de dynamisme, d'interaction pour en faire un film sympathique. Un bon petit film qui vole pas excessivement haut, mais qui est vraiment sympathique à voir pour passer le temps et s'amuser rapidement. J'étais largement plus pris là-dedans que dans voilà, ces gros mythes, c'est sûr. Ensuite, nous avons Souris City qui a une note étonnamment basse. J'avais pas souvenir que beaucoup de gens disaient du mal, mais apparemment, ouais, c'est pas super bien considéré. Alors que personnellement, j'aime beaucoup ce film. Non pas pour dire une seule seconde qu'il est génial, que c'est un des meilleurs qui soit, hein, clairement pas, on n'est pas tout à fait à ce stade-là, mais, j'avoue avoir grandement apprécié le développement du personnage central, sa relation avec l'autre souris, et le côté un peu gaguesque des autres personnages qui leur courent après. Il y avait une bonne dynamique, c'était cool, et oui, Hardman, quand ils font de l'animation en image de synthèse, peut avoir exactement un style qui leur convient très bien, sans passer par le stop motion, et ça passe beaucoup plus fluide en termes de mouvement. Je suis désolé. Désolé, c'est un truc qui prouve que le stop motion, ça sert pas à mettre en avant des styles à part particuliers. On peut avoir un style visuel particulier à part avec de l'animation plus traditionnelle qui, pour moi, fonctionne mieux. Donc voilà, j'apprécie ça. Mais ouais, quoi, il y a quand même des facilités. Des clichés, certains développements très convenus, mais pour aussi convenu qu'il soit, je trouvais qu'il était solidement fait. C'était un film que j'ai bien apprécié voir, et un peu déçu de cette petite note. Un petit peu déçu. Enfin bref, on continue la tétralogie Shrek, qui va pas tarder à devenir une quinqualogie d'après ce que j'ai suivi, avec Shrek 3, le pire opus du lot pour moi et pour les gens, puisque c'est la plus mauvaise note, et c'est pas une note si affligeante que ça, limite. Je m'attendais à pire avant de commencer cette liste, mais bon, hein, disons que... Ok, hein, c'est acceptable à prendre comme ça. Et honnêtement, je vais le dire, c'est pas l'un des pires films DreamWorks qu'il y a pour moi. Je trouve que le récit en soi passe très moyennement, mais n'est pas aussi affligeant que d'autres. Tu compares ça à, je sais pas, Gang de requins, c'est quand même un petit peu plus acceptable. Et j'irais même pas dire que ça insulte ou que ça gâche les personnages déjà instaurés dans les deux premiers films, contrairement à Ralph 2.0 par exemple. Nos personnages ne sont pas grandement gâchés, ils sont juste mis dans une configuration où ils sont plus intéressants, où ils n'arrivent pas à briller de façon un tant soit peu prenante ou vraiment satisfaisante. Et on suit un espèce de film très plat, où on remâche un petit peu l'humour qu'on avait avant, sans grande substance derrière. On a juste Shrek qui apprend à accepter qu'il va devenir papa, c'est cool, mais en dehors de ça, beaucoup de moments
sont très creux et pas du tout mémorables. Et puis vous voyez, la résolution de fin, c'est clairement pas le même niveau que Gang de requins, mais ça reste quand même de la merde, quoi. Un petit discours à la con et ça suffit à gagner le cœur de ces méchants qui voulaient se rebeller. Mon cul, quoi. Mon cul, c'est n'importe quoi. Le fait de reprendre une moitié des méchants de l'opus précédent, ça n'est pas une seule seconde à cimenter un tant soit peu la menace de ce film-là, quoi. Ça fait vraiment remâcher à fond sur cette partie-là. C'est pas satisfaisant, c'est décevant. Et la seule chose à m'avoir plu un tout petit peu, c'est la façon dont on a géré les autres princesses Disney de façon un peu parodique. Voilà, c'était un peu marrant le peu qu'on l'a vu, mais en dehors de ça, c'était plat. Voilà, c'était majoritairement très plat. Les nouveaux personnages n'étaient pas marquants, tout ça, c'était... Voilà, rien de plus à dire, pas un film sensationnel. B-Movie, qui a une note étonnamment haute en comparaison à d'autres. Je veux dire, vous préférez ça à Nos voisins les hommes et à Souris City, alors que c'est un film qui s'est pas mal fait cracher dessus quand même, surtout dernièrement. Bon, j'avoue que le côté mème a peut-être aidé un peu la popularité, j'en sais rien. C'est un film dont on n'arrête pas de faire des mèmes encore à ce jour. Cela dit, ça reste un film très décrié par beaucoup de gens, et je m'attendais à devoir un tout petit peu le défendre parce que je l'ai trouvé moyen, mais pas aussi affligeant que certains l'ont dit. Et ça va permettre de revenir un petit peu sur un thème qu'il y avait également dans ces premiers films. Jusqu'à, je pense, Kung Fu Panda, à peu de choses près, hein. Je pense que ça s'est un peu arrêté après. C'est-à-dire que l'un des trucs que faisait DreamWorks, c'était engager un comédien vedette, un humoriste ou un comédien vedette au centre de leur film d'animation. Et je pense, ça me paraît assez notable, que l'approche de ces films-là dans le ton humoristique, c'était d'essayer de rendre hommage à l'humour typique auquel ces comédiens sont habitués. Donc, bien entendu, Fourmise, Woody Allen, Madagascar, très comédie à la Ben Stiller, ça se ressent bien. Gang de requins, même si c'est à chier, on ressent que ça essaye un tout petit peu de devenir un petit peu à cet humour à la Prince de Bel-Air, donc la série dans laquelle jouait Will Smith quand il était jeune, et Kung Fu Panda, le rôle de Po en particulier, on sent que c'est un rôle dans la comédie qui correspond à Jack Black, vraiment. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec B-Movie de façon plus appuyée. C'est du Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, c'est des choses qui s'enchaînent avec un fil directeur un peu libre. Et le plus important, c'est surtout de poser ces moments-là où c'est du texte, du dialogue. Et à ce niveau-là, je la ressens bien la comédie de Jerry Seinfeld. Il y a pas mal d'échanges qui m'ont fait rire, d'idées de mise en scène qui étaient assez cocasses. J'avoue que dans l'idée, j'ai totalement compris où il voulait en venir et leur approche. Et je la respecte un petit peu. Seulement, voilà, je vais me mettre un petit peu du côté de ceux qui sont contre ce film. C'est que, au bout du compte, quand on regarde un film d'1h30, on essaye quand même de suivre une trame principale, quoi, hein, une intrigue qui nous tient un petit peu en haleine. Et c'est clair et net que c'est pas bien foutu, hein. Je suis désolé. Voilà, le fait de passer du coq à l'âne à plusieurs reprises, ça met en avant le fait que tout ce qui a été entamé n'a plus son importance. Et quand on s'y penche, l'intrigue commence réellement à partir du moment où l'abeille Seinfeld découvre qu'on utilise le miel des abeilles. Il veut attaquer les humains au tribunal pour redonner le miel aux abeilles, quoi. Et donc les conséquences qui s'en suivront. Ok. C'est ultra décousu et ça aide pas une seconde votre récit. Et c'est ça le truc, c'est un récit avant tout, un film d'1h30. Hein. C'est pas une sitcom dont on suit les épisodes un peu n'importe comment. C'est ça le truc, et ça aide pas une seule seconde à être pris dedans. Et c'est ça qui me gêne beaucoup et qui m'empêche de grandement apprécier ça. Mais je peux pas dire une seule seconde que j'ai détesté l'approche comique, humoristique de ça, qui m'a plu à plusieurs moments. Ce qui fait que ça compense un petit peu ça, et ce qui en fait un film qui vaut 10 sur 20 à ce niveau-là, en ce qui me concerne.
Donc voilà, pas une des pires merdes qui soit pour moi, mais pas un film véritablement bien à cause de ses problèmes inhérents. Sinon oui, juste un petit mot rapide, histoire de faire ma petite provoque, c'est par rapport aux gens qui viennent se plaindre du message du film, qui, euh, euh, qui tend à montrer que si tu veux changer l'ordre établi et ne pas suivre la fonction qu'on t'a dictée, c'est une mauvaise chose. Il faut s'en tenir à ce qui a été préétabli pour toi, sinon c'est le bordel. Voilà, alors, je suis totalement d'accord que ça peut être un petit problème dans l'analyse de ce film. Complètement d'accord. Par contre, à ce moment-là, j'ose espérer que vous ne faites pas partie des personnes qui ont mal pris le fait que je déplore un tout petit peu les messages maladroits dans Le Roi Lion. Parce que c'est le même principe. De la même façon que dans Le Roi Lion, certains messages maladroits qui peuvent être un tout petit peu compris là-dedans ne sont clairement pas faits intentionnellement. Je ne pense pas une seule seconde que le message de ce film soit fait intentionnellement. Donc voilà quoi, hein, deux poids deux mesures, évitez ça. Hein, à ce moment-là, ne venez pas vous plaindre que je me plaigne un tout petit peu des messages maladroits qui sont lancés dans Le Roi Lion, parce qu'à ce moment-là, un petit peu hypocrite quoi. Voilà, c'est cette histoire de dire rapidement. Hein. Bref, Kung Fu Panda ensuite, mon DreamWorks préféré, plutôt bien noté par rapport à la moyenne centrale, donc je suis content déjà. Voilà, je me suis pas mal penché dessus dans mon top 15, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. J'estime énormément ce film, j'adore le développement du personnage central, j'adore tout particulièrement la relation entre le grand méchant et le maître, comment elle est dépeinte, comment elle est montrée, l'action, le visuel, c'est magnifique. Et ouais, l'humour, à 99% ne gâte rien, quoi. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est hors de sa zone de confort et qui va un tout petit peu influencer les gens qui sont beaucoup plus sérieux. Et j'avoue que c'est très bien fichu. J'ai adoré ce film, c'est mon DreamWorks préféré, un de mes films animés préférés tout court. Et je suis content qu'il soit bien placé. C'est clair et net que j'aurais largement préféré qu'il ait une meilleure note, mais je suis avec ce qu'on donne. Madagascar 2, encore plutôt bien noté, hein, compte tenu une fois de plus du reste. J'aime bien Madagascar 2, pas tout à fait autant que le premier, mais je reconnais qu'il y a eu certaines améliorations. Le gros problème que j'ai avec Madagascar 2, techniquement, c'est le côté, comme par hasardesque, un peu grossier qu'on a. J'avoue que c'est un petit peu... c'est gros, voilà, c'est beaucoup trop gros. Mais ce que ça veut faire, la relation entre Alex et son père, et les développements un peu des personnages qui font un peu redcon pour certains, une fois de plus, la romance entre la girafe et l'hippopotame, ça n'a pas du tout été un tant soit peu appuyé dans le premier film. Ce truc-là, ça permet quand même d'amener pas mal de moments de personnages assez bons. Et ouais, des moments d'humour sympatoches. J'aurais pas été contre qu'on vire King Julian de ce délire-là, parce que autant dans le premier film je l'appréciais, autant à partir de celui-là il me gonfle. Hein. Ah mais vraiment, hein, King Julian, plus on le verra, plus il me gonflera. Mais voilà, quoi. Ça reste très solide en soi. Ça développe la suite des aventures de nos personnages de façon intéressante. J'irais pas qualifier ça de film génial en comparaison au précédent, mais c'est une suite tout à fait louable. Ensuite, nous avons Monstre contre Alien, qui a une note assez élevée compte tenu de ce que certains autres films ont. C'est-à-dire que vous préférez ce film à Spirit, par exemple. Voilà, hein, je tiens à le souligner. C'est ok. Un film que je trouve pas mal. Vraiment pas mal, sympathique dans le développement de son personnage central. Alors, je sais que c'est Genormica, son nom de monstre, mais c'est Hélène? Ah mince, je me souviens plus. Enfin bref, voilà. Elle est assez touchante dans son développement, dans la façon qu'elle a de prendre ce qui lui tombe dessus, j'aime beaucoup ça. Le reste à côté, c'est très touché-coulé. Des fois, c'est fait acceptablement, des fois, c'est un peu grossier, ça s'enchaîne, quoi, hein, ça alterne un petit peu. Hein, et au centre de ça, on a notre héroïne principale qui est plaisante. Ça suffit à en faire un film pas mal. Vraiment.
hein, l'action est un peu fun, et à partir d'un concept qui fait vraiment putaclic sur le principe, dira-t-on, vous avez réussi à faire une histoire qui se suit très correctement, suffisamment satisfaisant. Pas un must, c'est sûr, mais satisfaisant. Ensuite, et ça va être une des plus grosses surprises pour moi comme pour vous, Dragon, qui a 12,21 de moyenne. Et c'est la plus haute note moyenne pour un film Dragon. Donc c'est votre film Dragon préféré. Alors que pour moi c'est le moins bon, hein, mais bon, c'est... Ok, je sais que j'en ai dit du mal, mais... Je m'attendais vraiment pas à ce que ça tombe aussi bas, surtout en comparaison à tout ce que j'entends, quoi. Tous les gens qui disent que c'est un putain de film génial. Dans un sens, je suis content qu'il y ait cette note, hein, mais bon, si on compare aux notes qu'on aura après, voilà. Hein, ouais, je sais que j'en ai du mal parce que tout le monde arrête pas de dire que c'est une putain de merveille du monde, ce film. Alors que pour moi, ça repose sur énormément d'éléments conventionnels, de clichés déjà vus des tas de fois, et je vois pas en quoi ça les emploie de façon particulièrement intéressante ou satisfaisante dans cette intrigue-là. Est-ce que ça rend ce film mauvais? Non. Honnêtement, pour moi, il est bien sans plus. Je lui ai mis 13 sur 20, donc ouais, plus que la moyenne que vous lui avez donnée. Donc voilà, s'il a cette note-là, c'est pas vraiment de ma faute, hein, je tiens à le préciser. J'en reconnais le mérite que ça a dans l'action, dans le visuel, dans certaines mises en scène, la façon de gérer les personnages importants, c'est-à-dire Harold, sa copine et son père, ça va quoi, ce sont pas des personnages particulièrement ennuyeux ou quoi que ce soit. Bon, les blaireaux de service, j'arrive toujours pas à les blairer, mais bon, c'est pareil dans tous les autres films, ça. Mais globalement, ça va dans le récit et c'est accentué par la beauté de la mise en scène et du visuel. Mais est-ce que ça vaut d'être un putain de chef-d'œuvre? Pas pour moi. Hein, parce que le récit n'a vraiment rien de sensationnel. Je comprendrai jamais les gens qui disent que c'est un film extraordinaire. Mais voilà quoi, je m'attendais vraiment à ce que ça ait une meilleure note que ça, compte tenu des gens qui en disent tous bien là. Et le truc, c'est que c'est le film préféré des gens, même par rapport à cette liste. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit «Oh, il m'a gueulé qu'il aime pas ce film, je vais mettre 0 à tout», quoi, parce que c'est clairement pas ce que je veux, hein. Vraiment pas. Donc voilà. Dans un sens, cette note me déplaît pas, prise comme ça à part, mais quand on va les notes qu'auront les deux prochains opus, je vous cache pas, que ça reste quand même un petit peu gênant. Hein. Shrek 4, à peine plus que la moyenne, pas beaucoup plus que Shrek 3, alors que quand même, pour ma part, c'est quand même mieux fait. Hein. Je trouve que c'est quand même mieux fait. C'est un film pas mal, pour moi. C'est pas un grand film, ça vaut pas les deux premiers opus, en ce qui me concerne en tout cas, et... ouais, j'ai des choses à redire, c'est sûr. La façon très grossière et forcée que ça a d'amener le conflit principal autour de Shrek. Toute cette communauté d'ogres qui sort de nulle part, qui a des personnalités particulièrement moisies en ce qui me concerne, et comment ça se fait qu'ils soient présents à la fin dans cette version modifiée, remodifié de la réalité, c'est n'importe quoi. Des trucs comme ça qui sont vraiment gênants et qui empêchent ce film d'être extraordinaire. Mais le méchant Tracassin est quand même très satisfaisant. J'aime beaucoup son approche, il apporte pas mal de moments assez drôles et lorsqu'on se centre vraiment sur la possibilité que donne cet univers alternatif que Shrek a créé, et ben il y a pas mal de moments que j'ai trouvé assez bons. Et ça n'hésite pas à aller assez loin puisque bon, étant donné que c'est un univers alternatif qui sera défait après, voilà. J'avoue que quand on se centre vraiment là-dessus, c'est bon, c'est vraiment du bon niveau. Les à côté, comment c'est amené, j'ai du mal. Ce qui en fait un film globalement pas mal, mais pas un des plus grands qui soit, et ouais, je préfère largement, très largement ça à Shrek 3. Bon, ensuite nous avons Megamind, un des plus notés, un des mieux notés de cette liste. J'ai déjà fait toute une critique là-dessus, donc je vais pas m'étendre à 50 000 ans sur Megamind, vous savez ce que j'en pense. Un très bon film de subversion légère des films de super-héros qui m'a beaucoup plu. Et ouais, il y a quelques petits problèmes de grossièreté, mais globalement, c'est un film qui vaut largement le coup d'œil. Ensuite, nous avons Kung Fu Panda 2, qui a une note étonnamment basse en comparaison à son premier volet.
Je veux dire, quand tu compares Madagascar à Madagascar 2, il y a une différence de notes qui n'est pas si énorme que ça. Donc les deux se valent à peu de choses près pour les gens. Mais là, Kung Fu Panda 2, punaise, plus de 2 points de différence. Alors que j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était aussi bien, voire meilleur que le premier opus, quoi. Waouh! Et même moi, hein, je trouve que le premier opus est mieux réussi, plus solide. Et je pourrais me pencher sur les détails qui font que ce second volet n'est pas aussi bien. L'action qui est plus disparate, moins forte. La gestion de certains personnages un petit peu moyenne. Voilà, les deux maîtres d'arts martiaux qui interviennent à la fin. Si, histoire de dire, mais c'est pas bien géré ça. Des petits trucs. Des petits trucs ci et là qui font que c'est pas aussi fort que le premier volet pour moi, mais ça reste un très bon film que j'ai grandement apprécié. Hein. J'apprécie là, cette façon de se pencher davantage sur le passé de Po. J'apprécie le conflit avec Shen, qui est un méchant encore meilleur que Tai Lung. Et j'adorais Tai Lung dans le premier film. Hein. Faire un méchant encore meilleur, je trouve ça énorme que vous ayez réussi à faire ça. J'adore énormément de choses. Hein. Énormément de choses. C'est pour ça que, ouais, cette différence de notes, elle est sidérante pour moi. Elle est assez sidérante de passer de 13,70 à 11,35 comme ça. Hein, c'est waouh, hein, vraiment waouh. Donc, ouais, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais ouais, bon, ça reste, dira-t-on, dans la moyenne de ce que vous avez mis, donc. Voilà, que c'est une suite très louable, un excellent film qui vaut le coup et ça mérite clairement pas cette note-là. Et à côté de ça, nous avons Le Chapeauté, donc le premier film dérivé de trilogie, enfin de tétralogie qu'on a eu. Voilà, c'est correct, sans plus. J'en garde pas un grand souvenir, hein. J'ai vu ça une fois, Le Chapeauté, ça va, je vous cache pas. Que le chapeauté, je l'ai adoré dans Shrek 2, après coup, c'était un perso de soutien comme un autre. C'est-à-dire, voilà, il avait sa petite personnalité, mais il n'aurait pas été là que ça aurait été pareil, quoi. Il apportait pas énormément pour moi le chapeauté dans les volets autres que Shrek 2 de la saga. Et tel quel, là, voilà, il va sans plus. Il a sa petite personnalité, mais voilà. Je pense que c'est la nouveauté, la découverte du personnage qui l'a rendu particulièrement marquant dans le second film de Shrek, mais après coup, j'avoue que ça allait sans plus, quoi. C'est un personnage sympathique, mais qui allait pas très loin en dehors de ça. Et c'est un peu ce que je ressens. On essaye d'en faire cette espèce de Don Juan un petit peu classe sur les bords, et qui avec ses petites manichas, mais en dehors de ça... Ouais. Et l'histoire, ben, elle se suit sans plus. J'ai pas souvenir de moments ultra grossiers, à part le développement d'Humpty Dumpty. Mais à la fin, comment on développe un peu son personnage, c'était super bizarre, pas super bien fait. Mais en dehors de ça, j'ai pas souvenir non plus de grands moments super forts. Que ce soit en termes d'action, en termes de dialogue, en termes d'émotion, en termes de développement de personnage, non. Donc... c'est un film qui est passé, que j'ai pas regretté avoir vu, mais que je compte pas revoir de sitôt, personnellement. Nous en sommes à Madagascar 3 avec une baisse drastique de la note. Voilà, on avait les notes au-dessus de 13, là on a à peine 10,3. Donc, on semble l'avait moins aimé cet opus-là. Ok, je sais pas, je l'aime moins que les deux premiers, mais je trouve pas qu'il y a eu une baisse ultra forte en qualité non plus. Là, ça reste correct comme film, pour moi. Ok, je vais dire un truc, ce qui me gêne surtout, c'est le traitement de la méchante. Au début, elle était classe, vraiment, j'aimais beaucoup sa personnalité, mais plus ça avançait, plus les choses qui se mettaient en place étaient un peu grossières, surtout autour d'elle. Quand on met en place le fameux cliché du menteur dévoilé, pour la énième fois, c'était pas génial. Et j'avoue que le côté... notre place n'est pas vraiment ici, mais ailleurs, de la part de nos animaux, n'a pas vraiment donné cette impression-là. En tout cas, pas par rapport à ce que vous avez montré dans ce film. Je pense que c'est un peu ça le problème que j'ai avec Madagascar en tant que franchise, c'est que chaque opus donne vraiment l'impression de ne pas du tout avoir été pensé par rapport au précédent. C'est-à-dire que, ouais, quoi, il y avait un opus, il se suffisait très bien en lui-même. Le nouvel opus qu'on crée,
on retconne des trucs, on change des choses, il y a des tonnes d'éléments qu'on amène de façon un peu facile à chaque fois pour créer une nouvelle intrigue qui se suffit en elle-même en essayant de prendre un tout petit peu, et j'ai bien un tout petit peu en compte ce qui a été instauré avant. C'est toujours pareil à chaque fois, et ça se ressent encore plus particulièrement dans ce troisième volet. Je dois avouer, puisque c'est censé être la conclusion des personnages, et bien cette conclusion ne donne pas une seule seconde l'impression d'avoir été pensée en détail avant, en ce qui me concerne. Mais bon, ça reste quand même pas mal. J'apprécie pas mal de moments. Le moment où nos animaux se disent punaise, on parvient à remettre notre cirque à flot comme ça reste super fun à voir visuellement. Il y a toujours des moments assez drôles d'échange entre nos personnages, et oui, même si c'est vraiment contenu en un seul film, le moment où ils finissent par se rendre compte que leur place n'est pas vraiment là où ils voulaient se retrouver depuis le début, c'est quand même un peu joli, un peu joli. Je trouve que ça va. Ça passe en tant que film, hein. C'est pas un film sensationnel, mais ça passe. Hein. Ça conclut la trilogie à peu près acceptablement, même si c'est clair et net qu'on aurait pu faire mieux. Les 5 légendes, un film que les gens adorent, c'est la deuxième meilleure note, ça me surprend pas. C'est apparemment un film que ceux qui me suivent trouvent vraiment sous-coté, qui mériterait plus d'attention, tout ça. Et je pense que ça vient du fait que une bonne partie des gens qui me suivent sont des filles, et qu'elle voit un potentiel husbando à fond dans le personnage de Jack Frost. Hein. Parce que voilà, il a une super bouille bien trognonne, quoi, d'ado qui entre presque dans sa phase adulte. On essaie un tout petit peu de le tirailler dans son côté, je me détache des autres, mais je m'attache un tout petit peu aux gens qui se s'ouvrent à moi. C'est clairement l'husbando numéro 1 qu'une fille rêverait d'avoir, quoi. Donc, je pense que ça va être pas mal, hein. Surtout par rapport aux nombreux fanarts entre lui et la Reine des Neiges. Je suis sûr que ça joue beaucoup dans l'appréciation. Parce que je veux dire clairement, les personnages et le concept qu'on crée, c'est cool. Une fois qu'on se centre sur l'histoire, je trouve que c'est mal géré. Vraiment, ça s'enchaîne n'importe comment. Il y a une tonne de facilité, de choses qui marchent très moyennement. C'est un peu bancal pour moi, hein, le scénario, dès lors qu'on s'y penche un petit peu. Ce qui fait que ce film, il est pas mal sans plus. Voilà. Hein, ça fait partie des rares cas de cette liste où je donne une note moindre par rapport à la note que vous donnez. Donc voilà, c'est clairement pas un de mes DreamWorks préférés, pas un des pires, clairement pas, mais voilà, pas un de mes préférés, personnellement, en termes d'histoire. Mais les personnages sont plutôt cool, en termes de gimmick, en dehors de Jack Frost. Hein. Jack Frost, il est sympa sans plus. J'ai pas grand chose à en dire en fait de ce film, c'est ça le truc. Les gens qui veulent mon avis là-dessus, j'ai déjà donné mon avis dans la liste des films de Noël, parce qu'on tenait absolument à compter ça comme film de Noël, alors que c'est plus un film de Pâques qu'un film de Noël, je suis désolé, mais bon. Voilà, mon avis sur les 5 légendes. Un petit peu usurpé, cette seconde place, je trouve ça abusé, mais je vois d'où ça vient. Vraiment, sans être trop mesquin, je vois un petit peu d'où ça vient. Donc, nous avons ensuite les Croods. Si vous avez suivi, vous savez que c'est un de mes DreamWorks préférés. C'est partie de mon top 15 des meilleurs films animés non Disney. Et j'aime toujours autant ce que ça raconte. Je sais qu'il y a des grossièretés d'humour pop culture qui peut un tout petit peu vous rebuter. Je peux tout à fait comprendre qu'on soit rebuté par cette ambiance-là. Mais j'adore le développement qui se fait autour de nos personnages. J'adore l'ambiance et l'univers concret et comment on poursuit ça. Ce qui fait que, oui, les moments grossiers, références pop culture, tout ça, j'arrive à passer outre. J'arrive à passer outre et à être pris par l'histoire, le ton, la dynamique de personnages et comment ça évolue entre eux de façon très forte. Et la façon dont ça se règle à la fin, ça m'a vraiment particulièrement touché. Voilà. Hein, je ne vais pas défendre ce film corps et âme parce que je vois les problèmes qu'on peut avoir avec, mais personnellement, ça a su me toucher. Et une fois de plus, pour un film centré sur des hommes de Cro-Magnon, ce qui est clairement pas un de mes thèmes de prédilection, hein, c'est clairement pas un thème qui me hype directement, je trouve ça fortiche. En tout cas, commençons pour moi ce qui représente la déchéance des studios, Turbo.
Alors, c'est ce film qui représente le moment à partir duquel DreamWorks n'a plus été qu'entre guillemets l'ombre de lui-même. Bon, il y a eu quelques bons films faits après, mais c'était des cas un petit peu à part. Et on a eu beaucoup moins de films vraiment notables. Et la qualité globale était beaucoup moins forte. Beaucoup plus discutable. Et on n'a rien eu de sensationnel, à quelques exceptions près. Hein, je reviendrai un petit peu là-dessus. Donc, Turbo, ça a été le lancement. Et c'était le pire film DreamWorks pour moi. Pour vous aussi. Hein. Aucun film ne descend aussi bas que ça pour vous. Hein. C'est un cas très exceptionnel de votre point de vue. Et je comprends d'où ça vient. Je comprends d'où ça vient, parce que même moi je l'ai noté plus bas que ça. Hein. C'est Planes avec quelques petites excentricités qui rendent ce film un chouïa plus regardable. Et quand je dis un chouïa, c'est un chouïa. Voilà, c'est meilleur que Planes, mais de pas beaucoup. Hein. Vraiment de pas beaucoup. Hein. En dehors de ça, c'est cliché, convenu, moisi, gamin, puéril. Il n'y a rien dans le message, dans les personnages qui m'agrippent un tant soit peu. C'est de la soupe. De la soupe mal foutue, remâchée 50 000 fois, et la façon dont on force la morale ultra basique, ose tes rêves mon cul, c'est à chier. Le méchant est une putain de caricature, on essaye d'en faire une espèce de pseudo-méchant surprise, ça apporte quoi? Que dalle. Hein, à part que ça le rend encore plus inconsistant. Parce que là, il se montre gentil, mais une fois qu'on découvre que c'est un grand méchant surprise, et ben il se comporte comme un gros connard. Alors qu'avant, il se comportait comme quelqu'un de gentil. Hein. Mais voilà, maintenant qu'il a dévoilé que c'était un gros méchant, maintenant je suis un gros connard en vrai. Débile, de l'écriture débile. C'est énormément de moments comme ça qui sont affligeants et mal foutus. Et c'est le même niveau d'écriture foireux que Planes, avec juste quelques excentricités, quelques petites originalités dans l'illustration qui rendent ça un tout petit peu plus supportable, un tout petit peu plus suivable, si j'ose dire, hein, ce n'est pas un vrai terme, mais ça reste de la merde là. Vraiment, le pire film des studios, pour moi, hein, depuis que je l'ai vu. Et disons qu'il y a un candidat qui a failli dépasser ça, mais qui l'a pas tout à fait atteint. On y viendra. En tout cas, suite à ça, nous avons Monsieur Peabody et Sherman, qui est assez mal noté quand même. Je m'attendais pas à ce que ce soit si bas que ça. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu au-dessus de la moyenne sans plus, mais waouh. Vous n'avez pas aimé apparemment, hein. Ok, c'était correct pour moi. La résolution, c'était un gros foutage de gueule, un gros bordel pourri qui n'avait aucun sens. Mais en dehors de ça, ça suivait. Ça a essayé d'aborder un petit peu le problème de voyage dans le temps autour de ces deux personnages qui existaient déjà. Hein. On reprend une licence qui existait avant, jamais suivi ça avant, mais... Et ça crée des situations un peu cocasses autour de nos personnages qui n'étaient pas déplaisants. Le fait d'avoir un chien savant qui adopte un enfant humain, j'avoue que c'est un peu cocasse en soi. Et ça crée quelques petits moments qui vont... Le moment où on se rend d'un coin à l'autre dans le temps, ça va. J'ai rien trouvé d'affligeant dans le déroulé. Quelques grossièretés dans les conflits autour de nos personnages, mais rien d'affligeant. C'est pour ça que oui, je mettrais clairement pas ça aussi bas. Après, voilà, c'est juste correct, hein, tout juste correct, hein, ça va pas très haut non plus. Mais je m'attendais à ce que ce soit mieux noté que ça, surtout quand on verra un peu plus tard certaines notes. Ah, on y viendra. Quand on voit le film suivant, on se dit que c'est aussi bizarre parce que Dragon 2, à peine 10,5, quoi. Vous mettez 10,5 à Dragon 2. Je veux dire... Est-ce que depuis le début, les gens qui disaient que Dragon, la licence Dragon, c'était du pur chef-d'œuvre, c'était juste une minorité bruyante, et qu'en règle générale, les gens trouvaient que c'était nul, parce que je comprends pas. Je comprends vraiment pas comment on peut tomber si bas dans des notes sur Dragon. Mais moi, j'ai défendu Dragon 2. Bien entendu, j'ai dit du mal pour appuyer les choses qui m'ennuyaient dans ce film-là, mais j'ai quand même pris le temps pour dire ce qui allait bien dans ce film, quoi.
Vraiment, hein, ce qui en faisait un film très solide et très sympathique. Des moments forts, etc. Mon opus préféré de la saga au passage, c'est cet opus qui m'a un petit peu réconcilié avec la saga Dragon, que je trouvais surestimée, mais grâce à ça, je peux comprendre qu'on voit quelque chose de fort dans la saga Dragon, quoi. Donc, ouais, 10,62, non, j'arrive pas à accepter ça, ça me sidère. Ça me sidère totalement. Donc, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à part. Ouais, je pige pas. Je pige pas. Voilà, j'ai fait une critique au détail de Dragon 2, donc je vous renvoie à ça, mais ça me sidère cette note, ça me sidère. Ensuite, nous avons Les Pingouins de Madagascar, qui a un peu plus de 11. Vous préférez ça à Dragon 2? Ok, ça fait partie de ces films que j'ai dû me rattraper, Les Pingouins de Madagascar, et je m'attendais pas à grand chose, j'ai eu à peu près ce à quoi je m'attendais. Hein, une espèce de comédie complètement barrée, centrée sur les pingouins, et je vais le dire clairement, les pingouins ils étaient marrants dans le premier opus, dans les suivants ils étaient là. Ils avaient leurs petits moments, mais pas non plus ultra marquants. C'est un peu comme le chapeauté, quoi. La force du personnage, c'est plutôt dans son excentricité, dans sa nouveauté quand on le découvre. Une fois qu'on connaît le personnage, je tiens à le dire, ça va, quoi. Hein, ça devient pas extraordinaire. Hein, c'est pas un genre de personnage qui mérite qu'on s'étende à fond dessus, hein, clairement pas. Et ouais, quoi, les personnages n'ont pas de grande profondeur, n'ont rien d'ultra marquant en soi, mais ce qui sauve le film et ce qui le rend correct à mes yeux, c'est le rythme. Voilà, une blague sur deux, c'est de la merde. Je le dis clairement, hein. Il y a une blague sur deux qui a chier, mais l'autre blague, elle est forte, elle est assez punchy, elle a de l'impact, donc ça parvient vaguement à compenser pour rendre le tout assez rythmé à suivre. Et oui, le méchant et ses motivations, j'avoue que c'est tellement barré et un tout petit peu identifiable pour rendre ça un tout petit peu saisissant à suivre. Après, ouais quoi, ça s'enchaîne un peu n'importe comment parce que c'est un film gag et dans un sens, oui, j'ai été un peu plus pris par les gags que dans voilà, c'est gros mythe, mais c'est pas non plus. Il n'y a rien de sensationnel là-dedans pour moi. Hein. Vraiment rien du tout. Hein. C'est ça, pour lui, son rythme. Le rythme et l'écriture qui est très touché-coulé, mais voilà, vraiment une chance sur deux, quoi. Et grâce au rythme, ça parvient à être moins gênant que d'autres films. Mais voilà, est-ce que c'est un grand film? Pas pour moi. Vraiment pas. Et par rapport à d'autres films, je trouve ça un peu abusé, quoi. C'est vraiment. Bien, ensuite nous avons En route, un film passable. Pour moi, ce film, c'est un petit peu le même principe que Oliver et compagnie, c'est-à-dire que ça se regardait, ça s'est oublié. Hein. Je suis allé le voir au cinéma, ce film, et j'en garde un souvenir ultra vague. J'ai pas souvenir une seule seconde que ça m'ait déplu, mais j'ai aucun souvenir que ça m'ait un tant soit peu marqué ou plus de façon notable quelconque. Quoi. Ça existait, les personnages existaient, l'histoire existait, ça suivait. Quoi. Peut-être que si je faisais un revisionnage, j'en garderais soit un meilleur souvenir, soit un pire souvenir que ça, mais voilà, ce film existe. Il n'était pas affligeant dans mes souvenirs, donc... Voilà. Ensuite, Kung Fu Panda 3, moins de la moyenne. Ok, alors Kung Fu Panda 3, c'est clairement le plus faible opus de la trilogie. Même si, d'après ce que j'ai entendu, il semblerait qu'on en fasse d'autres opus. Bon, là, c'est pas trop. En tout cas, voilà, c'est le moins bon, mais ça reste quand même un film bien. Hein, bien sans plus, mais bien. Voilà, on essaye de rebondir sur le petit rebondissement de fin du second film qui m'a paru trop, sincèrement. Et ouais, je vous cache pas que c'est ça qui m'empêche de rentrer dedans au début. C'est-à-dire que, voilà, on force un petit peu ça pour cet opus. Hein, pour amener cet opus-là, et j'étais moins pris là-dedans, c'est sûr. Mais même sans prendre en compte ça, j'avoue qu'il y a certaines grossièretés dans l'action qui sont montrées, et le méchant est un peu oubliable quand on le compare aux deux autres. Hein. Je dis pas qu'il est affreux, mais voilà, assez oubliable.
Cela dit, ça change rien en fait que ça montre des moments émotions assez touchants entre Poe et ceux qui le côtoient, que l'action reste sympathique, qu'il y a une espèce d'achèvement qui se ressent à la fin, qui reste assez touchant. J'ai quand même beaucoup de bien à en dire. Je nie pas qu'il y a un côté un peu déception dans ce film-là quand on le compare aux deux autres. Mais voilà, quand on le compare aux deux autres, en soi, ça va, hein, il est bien. Il est bien. J'ai vu largement pire, hein, c'est quand même loin d'être affligeant et ça mérite pas une note en dessous de 10, clairement pas. Donc ouais, c'est très surprenant, très surprenant. Surtout que là, on va entamer le trio pourri, hein, comme j'ai la main à l'appeler, celui-là. C'est-à-dire, on a fait 3 films à la suite qui ont fait parler d'eux et c'était 3 merdes. J'ai exagéré un petit peu sur le terme pour certains, mais ouais, c'était 3 grosses merdes hein, quand même. Hein, si je dois faire une espèce de note générale. Donc on commence avec les Trolls, film pour bébé qui m'a pas plu. Après, j'ai pas énormément de choses à en dire. La seule chose qui sauve un tout petit peu de la chose, c'est le personnage de Branch, joué par Justin Timberlake en VO, qui était un petit peu drôle dans son cynisme. En dehors de ça, c'était plat, les personnages étaient niais et la résolution trop facile, beaucoup trop facile pour être quelque chose d'un tant soit peu louable qui mérite l'attention que ça a eu. Hein. Clairement pas. Hein, et on sent que ça veut faire du truc pour bébé. Hein. Parce que si vous êtes marré en voyant ces petits trolls péter des paillettes, tant mieux pour vous. Moi, ça fait des lustres que ce genre de truc ne me fait pas plus rire. Hein, si j'avais 6 ans peut-être, mais là non, hein, j'ai plus de 30 ans, ça me fait plus rire depuis des lustres ça. Hein. Mais voilà, c'est un film pour bébé qui doit bien passer hein, en tant que film pour bébé, mais en tant que film un tant soit peu familial qui essaie de rechercher à aller plus loin, non. Donc c'est un film médiocre pour moi. Pas le pire qui soit, mais médiocre. Et je pourrais dire un peu pareil le Baby Boss, qui a une note beaucoup trop élevée. Putain de merde quoi. 11,29, vous préférez Baby Boss à... Attendez, je vais faire la liste. Hein. Vous préférez Baby Boss à Fourmise, à Spirit, à à Voilà c'est Gromit, à Nos voisins les hommes, à Souris City, à Shrek 3, à B-Movie, à Shrek 4, au Chapeauté, à Madagascar 3, à Monsieur Peabody et Sherman, à Dragon 2, au Pingouin de Madagascar, à En route, à Kung Fu Panda 3, au Troll et à Dragon 3. Vous trouvez que tous ces films sont moins bons que Baby Boss? Ok, comme vous voulez. Et n'allez pas me balancer l'excuse, non mais ça a été nominé aux Oscars. Je m'en bats les couilles totalement. Hein. Ça veut rien dire nominé aux Oscars, surtout pour les films d'animation. Hein. C'est tellement décidé aléatoirement ces trucs-là. Donc je sais pas quoi dire. C'est du gros délire n'importe quoi-tesque, pas bien réfléchi, mal branlé, qui repose sur un concept qui peut être cool s'il avait été bien géré, ce qui n'est pas le cas, comme quoi, ouais, quoi, c'est un enfant qui s'imagine l'avenue de son petit frère sous un angle très imaginaire, genre je m'invente toute une histoire pour parvenir à l'accepter au bout du compte. Ce qui peut être très cool, vraiment très cool, si c'est bien mis en scène, ce qui n'est clairement pas le cas. La mise en scène est assez foireuse et on se pose des questions quant à la véracité de certains trucs, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, on sort de l'imagination, de l'imaginaire du gamin, et le bébé est quand même en costume encore. C'est quoi ce délire? Il devrait plus être en costume. Des tonnes de détails comme ça qui font que c'est pas super bien mis en scène. Et c'est ça le truc. Vous avez un concept de base qui peut être très sympathique, très intéressant, mais il faut quand même bien jongler avec. C'est pour ça que j'irais clairement pas dire que ce film est super, rien que grâce à ça. L'excuse du au bout du compte, c'est dans sa tête, tout ça, ça peut être cool si c'est bien fait, si c'est bien montré, et c'est clairement pas le cas. En tout cas, pas pour moi, et c'est grossier, et ça mérite clairement pas d'être aussi bien placé par rapport à autant de films, quoi. Donc voilà,
dans le même ordre d'idée que les trolls, c'est-à-dire que c'est pas un film affligeant en termes d'humour gamin, d'humour cracra, j'ai vu largement pire, on va pas tarder à voir ça dans le cas suivant, mais vraiment, que ça mérite d'être aussi bien considéré, clairement pas pour moi. Ça mérite clairement pas d'avoir une suite et une série dérivée, alors que justement c'est censé être un cas d'un moment pour que le gamin accepte son petit frère dans sa vie, pas pour que ça dure ad nauseam, hein, c'est n'importe quoi. Donc voilà, en faire des suites, c'est d'un ridicule affligeant. Enfin bref, en termes de ridicule affligeant, on tombe sur vraiment un super cas après, puisqu'il s'agit de Capitaine Super Slip. Alors ça, c'est un des films que j'ai dû me rattraper le plus reculons et je le regrette vraiment parce que c'était de la merde. En termes d'écriture, en termes de ton, en termes de morale, c'est une insulte, ce truc pour l'intelligence. En gros, c'est le bouffon de l'école qui a grandi, mais qui n'a pas mûri en termes de psychologie, et qui s'est dit, tiens, je vais écrire un film à ma gloire. À ma gloire pour bien mettre en avant ce qui était génial, et pour bien démolir, ridiculiser tout ce que je trouvais chiant dans le système de l'école. Et ça amène déjà à un film au ton ultra puéril, et ça a beau être assumé, j'en ai rien à foutre, c'est ultra puéril et naze. Le nombre de gags paix, prout, cracra, caca boudin qu'on a, c'est juste affligeant. De dédier tout un film à ça, c'est affligeant. Totalement. La façon de dépeindre le milieu scolaire, il y a des gens qui ont osé défendre cette merde en disant que oh mais c'est un message pour les enfants, pour leur faire comprendre que c'est pas grave une seconde d'avoir cette espèce de puérilité et innocence dans la vie et de l'accepter le temps que ça peut durer ou quoi que ce soit. Et c'est pas ça. C'est pas ça le message que ça va renvoyer aux enfants. Ça va renvoyer aux enfants déjà que c'est cool de pas évoluer. Hein, parce que il y a moyen de dire ouais vous pouvez être un enfant sans quand même dire que c'est génial et qu'on peut rester à ce même statut là déjà, mais aussi ça renvoie le fait que vous avez raison de voir tout votre système d'un point de vue grossier et débile où les profs sont des connards qui s'ils ne rient pas sont juste des gens qui sont malheureux dans la vie. Le faillot de l'école, qui est donc le sous-méchant, c'est quelqu'un qui n'a aucun sens de l'humour, mais physiologiquement. Voilà, c'est lui l'antagoniste secondaire, et on le traite de façon tellement ridicule que ça en est insultant pour quiconque. Vous savez, aimer s'instruire à l'école. Hein, ces intellectuels, apparemment, c'est des gros connards qui savent pas rire, c'est tout. Hein, et à côté de ça, il n'y a personne d'autre. Hein. Vous faites pas le tyran de l'école qui adore s'en prendre aux autres gamins pour le plaisir de se sentir fort. Hein. Ah non, ceux-là, vous n'allez pas les caricaturer, en faire des mauvaises personnes. Hein. C'est nique le système, hein, de toute façon, hein, votre truc. Hein. Voilà, et vous mettez en place ce genre de merde pour conforter les enfants dans l'idée que les autorités, s'instruire, les gens sérieux, c'est des gens malheureux qu'on ne devrait pas suivre, en fait, et qui font chier le monde. Et que la voie, c'est de se marrer de conneries et d'en faire des conneries soi-même. Parce que se marrer de conneries, c'est une chose, mais les faire... Genre déglinguer le système d'eau pour que ça coûte des plombes à l'administration, par exemple, c'est pas un problème. Casser la gueule, faire en sorte qu'un professeur ou un directeur se prenne des tonnes de coups sur la tête, des tonnes de dégâts physiques, on s'en fout royalement. Ce genre de choses, c'est ça que ça renvoie. Ça renvoie que l'éducation, c'est de la merde, c'est chiant et sans intérêt. Parce que voilà, il y a juste des dates et des éléments périodiques à retenir, c'est tout. C'est ça que ça renvoie. Et que il faut se marrer des choses ridicules et ne pas avancer, ne pas essayer de trouver autre chose. Et s'instruire, c'est chiant. Et c'est pas grave si on trouve ça chiant et qu'on n'a pas envie de le faire. Ça renvoie une morale détestable et désagréable tout au long du film, que je trouve déplorable.
Et ça me fait particulièrement haïr ce film. Vraiment. J'emmerde Capitaine Super Slip. Alors que de base, on aurait pu avoir quelque chose de cool, hein. Je veux dire, vous prenez vraiment la basounette, la basounette. C'est-à-dire que des enfants un petit peu turbulents font en sorte que leur directeur se prenne pour un super-héros en l'hypnotisant. Hein, de façon complètement grossière et débile, une fois de plus, mais voilà. Vous année ça un petit peu mieux que dans le film. Il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de faire des mises en scène un petit peu drôles autour de ça, sans partir dans le puéril exagéré comme ça. Il y a moyen de mettre en avant une espèce de sens des responsabilités qui se met en place, de montrer un développement intéressant des personnages à côté. Il y a moyen de faire tellement de choses intéressantes autour de ce concept de base-là, et vous en faites de la merde puérile qui n'essaye jamais de voler très haut, à part dire c'est bien de se marrer, quoi. Enfin bref, je me suis appesanti beaucoup trop sur ce film, je pourrais passer des plombes à décrier tout ce qui ne va pas en termes de mise en scène, de choix, mais la seule chose qui fait que j'apprécie légèrement, très légèrement ce film à Turbo, c'est que la mise en scène visuelle, le rythme des gags est quand même très recherché. J'avoue avoir grandement apprécié ce qui est fait en termes de visuel, en termes de rythme, parce que il y a beaucoup de recherches graphiques différentes qui donnent une vraie dynamique à ça. Et si ça appuyait de meilleurs gags, ben je suis sûr que ça me ferait vraiment marrer. Ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, je reconnais quand même cette approche là, visuelle, dans l'animation qui vaut le détour. Mais en dehors de ça ne sauve pas le reste. Hein. C'était de la merde en boîte et ça mérite pas une note aussi élevée. Hein. Ça en dessous de 10, je suis déjà content, mais ça mérite clairement pas une note aussi élevée que ça. Captain Super Slip. Hein. Vous préférez Captain Super Slip à Fourmise. Bordel de cul. Bon, ensuite, Dragon 3, à peine au-dessus de 10. Vous préférez les trolls et Baby Boss à Dragon 3. Ok, comme vous voulez, hein. Je comprends plus rien, hein, mais c'est pas grave. Hein. Bon, j'ai déjà donné mon avis rapidement sur ce film, enfin rapidement, j'ai déjà donné mon avis sur ce film dans un avis à tiède. Bonne conclusion, certains trucs un peu grossiers, et j'aime pas la façon dont sont gérés les guignols de service, mais globalement j'ai quand même beaucoup apprécié le développement de nos personnages centraux, et la conclusion était tout à fait satisfaisante, et ouais, je vois pas l'intérêt de faire une suite à ça. Après ce que j'ai compris, on va encore faire une suite à ça, mais bon, j'imagine que c'est une poule aux œufs d'or, on la traite encore. Enfin, on la fait pondre encore, quoi. Enfin bref, cette note me sidère. Et ça me sidère encore plus les notes du suivant, même si j'en pense pas énormément de choses. Abominable 7,57. Donc c'est le second film que vous détestez le plus. Abominable. Ah ouais, carrément. C'est... Waouh! Alors, au même titre que Capitaine Super Slip et les Trolls 2, c'est un film que j'ai découvert très récemment. Ouais, je m'attendais pas à quelque chose de sensationnel, je m'attendais pas non plus à quelque chose de mauvais, et c'est plus ou moins ce que j'ai vu. Film correct, sans plus. Hein, ça partait d'un concept qui m'a jamais grandement plu, c'est-à-dire, j'en ai déjà parlé à plusieurs moments, un personnage d'enfant trouve une créature un peu mystique, particulière, essaye de la cacher, de la sauver, il y a un lien particulier qui se noue entre eux, blablabla. Et pendant une grande majorité du film, c'est ce qu'on a eu, fait très correctement, très joliment. C'est pas mon truc, mais c'était quand même pas mal du tout. Puis, il y a eu des petits problèmes qui ont un peu rabaissé ce film, hein, qui en ont fait un film juste correct. C'était donc d'une part la gestion des pouvoirs du Yeti. Au passage, je sais pas ce que les producteurs ont depuis ces dernières années, mais apparemment le Yeti, le Bigfoot, c'est un truc, un sujet qu'on adore montrer en film d'animation. Hein. Genre le nombre de films pas forcément d'animation d'ailleurs, qu'on a sur le Yeti, sur le Bigfoot depuis quelques temps, c'est assez dingue quoi. Je sais pas ce que c'est votre truc de partir là-dessus, mais bon, j'ai pas compris d'où ça sortait ça, mais il y en a des tonnes. Bref, le Yeti a des pouvoirs qui au début semblent être en lien avec la nature, les plantes, les fleurs, tout ça, mais au bout du compte c'est en lien avec tout.
C'est-à-dire, ouais, ça peut faire le vent, la neige, mon cul, ça peut tout faire. Ce qui fait que ça devient un peu trop facile. La façon dont on lit ce voyage à autre chose, j'ai trouvé ça un peu grossier. Mais surtout, c'est la gestion des méchants qui me gêne particulièrement. Je vais éviter de trop en dire parce que techniquement, c'est censé un peu surprendre. Mais voilà quoi. Au début, ça va à peu près, même si je tiens quand même à dire que le méchant, hein, doublé par la voix française du docteur Draken, ce qui fait bizarre, mais voilà, le méchant, il veut des preuves que le Yeti existe. Il l'a maintenu enfermé dans un complexe pendant quelques temps. Je pense qu'il devrait avoir des preuves qu'il existe, hein, même s'il l'a pas sous la main directement. Logiquement, avec ça, hein, avec tous ces gens qui ont assisté à ça, etc., il a des preuves que le Yeti existe. Hein. Donc, t'es pas obligé de le chasser pour avoir des preuves, mec. Hein. C'est histoire de dire, le fait est que notre groupe de méchants va y avoir une espèce de développement, de rebondissement là-dessus, qui n'a eu aucun putain de sens pour moi, et qui a été super mal géré et qui faisait super tâche. Et c'est pas juste histoire de dire, quoi, c'est quand même important, hein. C'est méchant, c'est la raison principale pour laquelle ce voyage a dû se faire et pourquoi il y a des problèmes dans ce voyage, quoi. Ils sont un moteur très, très important du déroulé du scénario. Donc voilà, la gestion des méchants, c'était super chelou et mal foutu. Mal branlé. Et est-ce que ça suffit à en faire un film aussi affligeant que ça? Non. Ça vaut pas 7,57, je suis désolé, hein. Ouais, pour moi, c'est un petit 11 dans ennemi, hein, mais ça vaut pas 7,57, quoi. Enfin bref, voilà, ça me sidère. Ça me sidère qu'il y ait une note aussi basse, quoi. Et on en vient au dernier film sorti en date, Les Trolls 2. Ah bon, techniquement, il y a Croods 2 qui est sorti ultra récemment, même pas en français, me semble-t-il, donc je peux pas trop me faire une idée, mais voilà, Les Trolls 2, qui a une note assez basse, hein, une des plus mauvaises notes de cette liste, et ouais, autant je peux comprendre, autant quand on compare au Troll premier du nom, je vois pas en quoi c'est particulièrement pire. Là, hein, j'ai vu ce film et je trouve très frustrant dans le sens où la base est géniale. Et il y aurait moyen de faire quelque chose de magistral autour de ça. Pensez donc, on a une communauté de créatures de la nature qui sont représentées chacune par une musique différente. Bon, hein, sachant qu'il existe des tas et des tonnes de genres de musique différentes, mais on essaie un peu de tacler ça dans le film. Et ils doivent un petit peu se retrouver après s'être vraiment clashés, s'être dispersés comme ça, via quelqu'un qui au départ veut tous les réunir sous la même musique, sous le joug de la même musique, mais à côté on essaye quand même de lancer l'idée que non, la diversité c'est important. Vous veut réunir les musiques, mais pas sous le joug de la même musique, vraiment faire en sorte d'apprécier la diversité. C'est une façon très intéressante, très intelligente d'appuyer la diversité du monde, des cultures, etc. Et de faire un message de réunion un peu d'espoir, peut-être naïf, mais quand même qui peut être touchant. J'aime beaucoup l'idée. Par contre, vous faites ça autour de l'univers des trolls, donc il y a toujours le même genre de gag puéril, d'ambiance très très bébé qui en ressort et qui donne pas grand chose. La façon dont on gère les musiques, c'est un peu bizarre parce que voilà, on met la techno comme un genre principal de musique et pourtant à un moment donné, nos trolls pop, hein, nos trolls principaux qui sont du premier film, ils font une musique, je suis désolé, c'est de la techno, hein. C'est de la techno, mais c'est de la techno qui est considérée comme pop parce que c'est populaire, quoi. C'est n'importe quoi, je suis désolé, c'est n'importe quoi, ce genre de truc. Des détails à la con qui font que c'est pas non plus super bien géré, ça. Mais aussi, voilà, quoi, c'est surtout le ton et les personnages, la façon dont ça s'enchaîne, c'est mal foutu, c'est pas réfléchi en détail, et la résolution elle est trop rapide et pas satisfaisante, particulièrement. Ce qui fait que je trouve ça dommage, parce qu'il y a une base très bonne et quand on arrive un tout petit peu à tacler ce que ça peut promettre, je vois le potentiel, je ressens quelque chose qui peut en ressortir, mais majoritairement c'est très bateau et ça vole pas haut. Après bon, hein, c'est pas Capitaine Super Slip non plus, on en est loin, mais c'est voilà, j'ai un peu plus de respect pour ça que pour les trolls, honnêtement. Les trolls, c'est basique, ça vole pas haut, mais le message que ça renvoie,
il est pas particulièrement fin ou même intéressant dans sa façon d'être abordé. Là, il y a une façon intéressante d'aborder la chose qui me plaît. Hein, alors, je peux comprendre qu'on ait du mal avec ce film pour le côté Redcon aussi, hein, parce que voilà, hein, les trucs que ça met en place au début dans les Trolls 2, on sent clairement que ça n'a pas été pensé et ça fait ultra grossier. Mais j'ai un peu plus de respect pour les Trolls 2 que pour les Trolls 1. Voilà, je tiens à le dire. Ça reste des films médiocres, mais je sais pas. Hein, je peux voir un petit peu l'attrait qu'il peut y avoir dans ces films, un tout petit peu. Voilà qui conclut cette liste. T'es long. J'avais beaucoup de choses à dire parce que voilà, hein, les films DreamWorks, c'est quand même un studio que j'ai suivi en détail et étant donné que j'ai dû rattraper la grande majorité de ce que j'ai loupé, désolé pour Joseph une fois de plus, mais pas envie du tout quoi. Ça a été quelque chose de particulier à voir en détail avec vous. J'espère que ça vous aura donné une idée plus précise de ce que je pense de leur film maintenant. Rapidement, oui, c'est vrai, j'en parlais très vite, mais bon, on a appuyé ça dans les critiques. Je vous présente donc le Flop 5, les films que vous avez le moins aimé là-dedans. Donc, ouais, Turbo, c'est pas étonnant, les 4 autres, je suis sur le cul. Autant les Trolls 2, limite, je peux comprendre, mais Abominable, Fourmise et Monsieur Peabody et Sherman, que ces trois-là soient dans le top 5 des pires films DreamWorks, pour vous, ça me sidère. Vraiment, voilà, clairement. Il y a des films qui méritent 1000 fois plus cette place que, en ce qui me concerne, 1000 fois plus. Et dans le meilleur, nous avons donc Shrek 2, les 5 légendes, Kung Fu Panda, Megamind et Shrek. Que Shrek 2 et Shrek soient là, ça me surprend pas, les 5 légendes à nouveau, hein, je vois d'où ça vient. Kung Fu Panda, je suis content, Megamind, c'est pas le premier que j'aurais cité, mais je suis content quand même. Voilà, hein, je suis content hein, pour ces places-là. Hein, c'est clairement pas, c'est pas l'ordre que j'aurais donné personnellement. Et il y a des films qui ont plus de mérite en ce qui me concerne, mais voilà, hein, c'est quand même plus satisfaisant que le flop 5. Hein. En tout cas, ouais. Voilà qui conclut un petit peu cette vidéo. N'hésitez pas à faire partager vos avis. Et vraiment, je le redis, les gens qui se retrouvent un peu dans cette moyenne de notes, au moins d'importance, n'hésitez pas à dire ce qui a fait vous avez ces choix-là. Parce que je vous jure que je suis assez abasourdi de voir ces résultats, de voir ces moyennes, en particulier pour ces films, parce que c'est clairement pas ce à quoi je m'attendrais. Même pas par rapport à mes goûts, c'est pas le souci, mais par rapport au goût que j'ai l'habitude de voir en règle générale autour de ces films. C'est clairement pas ce qui en ressort en règle générale. Donc, n'hésitez pas à vous faire entendre parce que je suis curieux à un certain degré. Hein, c'est pas pour vous juger, c'est juste pour comprendre. En tous les cas, merci d'avoir suivi. Bonne fin d'année à tous. Bye.